Bonjour et bienvenue à Be-Back Podcast. Mon nom est Pierre-Olivier, cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, je reçois Jenny Ouellette pour une deuxième fois. Jenny, est la fondatrice de la firme Bon Boss, que prendra le temps de vous expliquer un peu plus tard. Mais en fait, Jenny se spécialise dans surtout le management et l'optimisation du management. Je l'ai reçue en 2021, donc suite à la COVID. Elle est venue nous parler, en fait, de surtout la gestion des ressources humaines et tout ce qui l'entoure et les changements qui avaient lieu. Le marché a énormément changé depuis la COVID, donc on se replonge dans le sujet. Salut Jenny, comment ça va? Ça va bien, toi? Yeah, ça va. Merci d'avoir fait la route de la Rive-Nord au centre de Montréal, qui est quand même ardu, mais un vendredi, c'est pas super. Ouais. Ça va bien? Ben oui, ça va, merci. C'est le fun de te revoir. Ben oui, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. En plus, on se voyait plus souvent avant. Ouais. Jenny, prends un petit 2 minutes. Je sais que tu étais déjà venue, donc tu as déjà fait une petite bio, mais tu peux en refaire une autre pour peut-être du monde qui t'ont pas écouté la première fois. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2021. En fait, oui. Jenny Ouellette, présidente, cofondatrice de Bon Boss, c'est une entreprise qui est spécialisée en management, développement organisationnel. Donc, on est autant RH, comment développer la structure d'une organisation pour être efficace, pour garder ses gens et tout. Et moi, j'ai un parcours en ressources humaines, j'ai étudié là-dedans et j'ai été recruteur. Ensuite, je me suis intéressée à la gestion pendant environ 7 ans, à essayer de découvrir qu'est-ce qu'un bon boss, qu'est-ce qu'ils font de différent. Et ensuite, je me suis penchée sur l'entreprise. Donc, qu'est-ce que une entreprise doit faire maintenant pour être sainement performante. Mm-hmm. Et en gros, maintenant, je suis administratrice, je fais partie de l'ordre des administrateurs agréés et j'écris depuis presque 3 ans au journal Les Affaires, donc sur la gestion notamment. Wow, félicitations. Merci. Donc, aujourd'hui, ça venait nous parler un peu de qu'est-ce que ça représente être un gestionnaire en 2024, parce que quand on s'est parlé en 2021, il y a des similitudes, mais c'était pas exactement pareil. Non, donc, on va essayer d'aborder ce sujet-là. Puis je pense que tu as une vue peut-être un petit peu plus overhead encore aujourd'hui que tu l'avais avant. Donc, ça va être intéressant de voir ton opinion puis ta vision de la situation des gestionnaires en 2024. Parle-moi un peu de l'évolution, en fait, de c'est quoi maintenant un bon boss ou un bon gestionnaire? Qu'est-ce qui a changé entre avant puis aujourd'hui, en fait? C'est sûr que le fondement d'un bon gestionnaire reste le même. Donc, quand on demande, par exemple, à quelqu'un en entrevue ou peu importe, c'est quoi pour toi un bon boss, à chaque fois, même quand je donne des conférences, c'est toujours le même top 3. Donc, il est à l'écoute, il est juste et il est respectueux. Donc, on voit vraiment que c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que en 2022, en fait, il a commencé à avoir un changement de la perception des gestionnaires. Donc, on commence à être un peu plus exigeant envers les gestionnaires et parallèlement, ce qui est peut-être un point négatif, en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent à la retraite et il y en a qui deviennent gestionnaires qui sont des jeunes professionnels. Donc, peut-être, par exemple, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont sur le marché du travail et qui, là, accèdent à un poste de gestion. Donc, on a vraiment beaucoup de relève et en même temps, ça devient de plus en plus complexe d'être un bon gestionnaire parce que le marché du travail change vraiment, l'économie change aussi. Il faut qu'on prenne des décisions avec peut-être moins de data. Donc, plus d'incertitudes, beaucoup de changements, il faut être agile. Pourquoi moins de data? Parce que avant, puis avant, je parlais avant la pandémie, c'était un peu plus stable. Donc, être gestionnaire, c'était comme si on avait plus d'antécédents, d'historique stable pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Par exemple, il n'y a pas de grands changements. Là, maintenant, il y a l'avenue de l'intelligence artificielle, il y a la pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, est-ce qu'il va y avoir encore une grande pénurie de main-d'œuvre d'ici 2 ans? Je ne le sais pas. Donc, ça, même les professionnels, on se contredit. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc, ça change les tendances. Et donc, pourquoi moins de data? C'est que, par exemple, on ne sait pas qu'est-ce qu'une bonne décision. On ne sait pas si notre décision, on peut la prendre pour 10 ans parce qu'il y a trop d'incertitudes. Donc, on est vraiment, pour être un bon boss, selon moi, maintenant, il faut être capable de jongler face à l'inconnu, l'ambiguïté. Plus qu'auparavant. Plus qu'auparavant. Et aussi, c'est que oui, il y a les exigences des employés envers leur gestionnaire, mais il y a aussi le fait que les clients deviennent de plus en plus exigeants. Mm-hmm. Donc, 100%. Selon moi, là, c'est ce que j'observe. Donc, ça fait en sorte que maintenant, selon moi, un bon gestionnaire, là, c'est un bon boss, là, c'est quelqu'un que, oui, il y a l'aspect humain. Donc, il est à l'écoute, il est respectueux. Mais il y a aussi une belle agilité. Donc, il est flexible, il est capable il est connecté au marché, il est connecté avec ses gens. Il ne peut plus juste
travailler en haut dans son bureau puis pas aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, il doit encore plus être, comme Henry Mintzberg dit, qui est le père du management moderne, excusez l'anglicisme, mais connect to the ground. Donc, il doit vraiment être sur le terrain pour sentir le pouls parce qu'il peut avoir des changements drastiques. Ouais. On peut... Oui, non, ben, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'une entreprise doit être aujourd'hui. Là. C'est l'entreprise et le gestionnaire, évidemment, sont reliés, là, mais faut qu'il y ait le même comportement qu'une entreprise d'aujourd'hui. Si tu n'es pas comme ça comme entreprise, c'est très difficile. Tu finis par te faire dépasser rapidement. Les temps changent. Il faut que tu t'adaptes très rapidement. Donc, c'est vrai que le gestionnaire et sa personnalité ou sa façon de gérer son entreprise doit être similaire. Là. Exactement. Un bon boss, là, pour moi, c'est quelqu'un qui a un bon leadership, donc qui est capable de vraiment mobiliser les gens vers la mission de l'entreprise ou la création de valeur. Si on veut vendre, ou sinon, si on veut stabiliser nos effectifs, il doit être capable de mobiliser les gens vers là. Ouais. Mais aussi, il doit être un bon gestionnaire. Tu sais, le management, là, comment on fait des évaluations de rendement? Comment est-ce qu'on fait un recadrement à un employé qui a un comportement qu'on dévalorise? Comment est-ce qu'on fait pour intervenir quand la chicane est prise sur le plancher, peu importe? Donc, toute cette gestion-là, il faut être capable aussi de l'exercer parce qu'on parle beaucoup de gestionnaire bienveillant, mais t'as beau être bienveillant, être gentil, mais si tu laisses passer des choses qui n'ont pas d'allure, ben il faut que tu gères, il faut que tu interviennes aussi. Donc, il faut être bienveillant, puis il faut être compétent, puis il faut avoir un cadre à respecter, puis le communiquer clairement. Là. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus difficile, je pense que, à ce que j'ai entendu, j'imagine que oui, là, mais est-ce que c'est plus difficile d'être un gestionnaire aujourd'hui que c'était auparavant? Je pense que la réponse est claire que c'est oui. Là, je pense que oui, parce qu'on est face à la nouveauté. Avant, c'était un peu plus stable, ça, je l'ai déjà dit, mais la gestion reste la même. Tu sais, juste les responsabilités d'un gestionnaire restent les mêmes. Ça, c'est Henry Mintzberg qui le dit, mais c'est le contexte qui change. Fait que prendre une décision, puis qu'on est sûr que ça va être la bonne, c'est plus compliqué. Il faut qu'on prenne des décisions avec un peu moins de certitude. Ça se peut que ça soit pas la bonne pour aussi longtemps aussi. Ça se peut que l'année prochaine, ça soit plus la bonne. Exactement. Donc, se projeter vers le futur, c'est un peu plus difficile. Et aussi, je crois que il y a un très gros taux de roulement. Plus tu as un taux de roulement dans ton équipe, plus c'est difficile de former les gens. Je pense que la main-d'œuvre va changer. La main-d'œuvre demande aussi pourquoi je dois faire ça. Il faut donner du sens au travail. Donc, le rapport au travail, il change chez les gens. Ils ne veulent pas travailler pour travailler. Ils veulent faire une différence. Ils veulent sentir l'impact. Ils veulent qu'une décision soit cohérente avec la mission, vision, valeur, avec le besoin du client. Ils veulent des bons outils. Si tu n'as pas des bons outils, ils vont s'en aller parce qu'ils sont habitués d'être connectés avec de la bonne technologie. Donc, c'est vraiment plus difficile, selon moi, même si les tâches restent les mêmes, donc évaluer les gens, les accueillir, ça reste la même chose, mais la matière première, qui est l'humain, est devenue de plus en plus complexe. Il y a beaucoup d'enjeux aussi de santé mentale. Puis là, je ne parle même pas de l'aspect légal. Là, la loi 25 avec la confidentialité, tout ça, ça demande de changer des processus. Puis en même temps, tu as un taux de roulement. Puis là, il va falloir qu'on s'intéresse comme entreprise à la santé psychique, santé mentale, parce que c'est rendu une obligation des employeurs. Fait que là, comment est-ce qu'on fait ça? Fait qu'on a des nouvelles tâches avec peu d'historique, donc pas vraiment d'outils applicables maintenant. Fait qu'il faut s'adapter à plein de choses en même temps. C'est ça qui fait que, selon ce que j'observe, c'est qu'il y a des gestionnaires qui sont épuisés, qui travaillent pendant de longues heures, longtemps. Donc, c'est ça, cet aspect-là, d'après moi, qui est difficile. Puis j'imagine que c'est difficile pour quelqu'un qui a peut-être pas eu... j'imagine pour quelqu'un de, je sais pas, début vingtaine ou fin vingtaine qui acquiert un poste de gestion, qui est peut-être un petit peu plus dans ce minding-là, si on veut, là, de gestion ou de changement, et comprend peut-être mieux les besoins des nouveaux employés ou de nouvelles moutures d'employés qui incluent justement la considération des problèmes mentaux, de l'effort mental déployé, d'autres nouvelles réalités. Mais pour quelqu'un qui était déjà en poste depuis 20 ans, pour laquelle que sa façon de gérer était très directive, protocolaire, rigide, si on veut, ou qui ne prenait pas en considération nécessairement le côté humain tant que ça va être de plus en plus difficile pour eux de s'adapter à cette nouvelle réalité. Puis est-ce
est-ce que tu as des moyens pour quelqu'un qui écouterait peut-être un gestionnaire qui se sent peut-être un peu dépassé, qui sent peut-être que ça lui tire beaucoup de jus aussi, là, faire ce type d'évaluation-là ou penser gérer des employés de cette façon-là, peut-être ça tire plus de jus qu'avant. Bien, évidemment, ça tire plus de jus qu'avant. Là. Est-ce que tu as des astuces ou des trucs qu'un gestionnaire qui est dans cette situation-là pourrait utiliser? Ouais. Ou... Dans le scénario que tu me décris, il y a des choses intéressantes. Donc, on parle de quelqu'un qui naturellement ou intuitivement a un leadership de type collaboratif. Donc, c'est quelqu'un qui est plus, moi, je veux les idées de mes équipes, je veux écouter mes employés. Ça, c'est ce qu'on appelle un leadership de type collaboratif. Quelqu'un qui, par exemple, peu importe l'âge, mais on voit qu'il peut être présent dans des anciens modèles de gestion qui étaient plus directifs et autoritaires. C'est-à-dire, voici ce qu'il faut faire, fais-le, arrange-toi pour que ça arrive, puis moi, je t'aiderai pas. Ouais. Essentiellement, c'est comme, fais juste m'arriver avec la solution, je veux pas entendre parler du problème. Bon vieux gestionnaire, là. Oui, ce gestionnaire-là. Là, ce qui arrive, c'est que les employés, c'est qui veulent suivre? C'est celui qui a le leadership collaboratif. Parce qu'ils incluent, ils les impliquent, ils les écoutent, ils trouvent des solutions avec eux. Mais là, le gestionnaire, celui-là, en fait, qui est de type collaboratif, il va se retrouver entre l'arbre et l'écorce. Puis c'est là qu'il peut avoir un clash. Donc, avec les employés, ce qu'il faut, c'est vraiment, quand on est dans un leadership collaboratif, il faut vraiment les orienter vers des objectifs, les impliquer, dire comment tu vas arriver à tes objectifs, s'assurer de toujours rester le maître à bord, si je pourrais dire, le bon leader, et de jamais tolérer ce qui est inacceptable. Parce qu'il y en a des fois qui vont dire, quelqu'un arrive en retard, je vais dire oui, fait que finalement, il va créer des mauvaises habitudes. Puis ça, c'est un principe de gestion que j'enseigne, c'est ce que tu tolères, tu devras le gérer. Fait que qu'est-ce que tu gères maintenant que tu as toléré, voilà 3 mois? Puis là, les gens font, c'est vrai, c'est comme avec les enfants, tu sais. 100%. C'est juste que les enfants... Tu laisses un pouce, ils vont prendre 1 mètre. Là. Exactement. Puis je suis pas en train de dire que les employés, c'est des enfants, je suis pas en train de dire ça, mais il y a quand même des... C'est un comportement humain normal. Ben, pas normal, mais... Ben oui, là, c'est quand même un comportement normal. Là. J'imagine, mais si tu dis rien, t'acquiesces. Tu tolères. Fait que c'est correct, mais les gens ne savent pas. S'il m'a rien dit, le boss, pourquoi je... Exact. Sinon, on va me le dire, c'est son rôle. Donc, d'avoir un leadership collaboratif, d'abord, il faut que ça aille bien avec les employés, parce que ce que je vois, c'est qu'il y en a qui sont bienveillants, ils veulent écouter les employés, puis là, ils se mettent à écouter plus, puis là, ils deviennent à jouer le psy. Puis là, après ça, ils se tendent, puis ils vont adopter le style de gestion directive parce qu'ils disent, j'ai tout donné aux employés, puis il y en a un qui est parti, il a mis le bordel dans l'entreprise. Donc, mais ça, c'est un leadership de type laisser aller. Puis c'est comme l'effet négatif d'être bienveillant, puis de ne pas avoir encore assez d'expérience pour savoir, si je laisse passer ça, qu'est-ce que ça va générer dans mon équipe? Est-ce que ça va les mobiliser, les démobiliser? Tu sais, un gestionnaire qui est bienveillant puis qui veut dire oui à tout le monde, là. Ce que ça fait 3-6 mois après, là, ça fait une culture d'exception. Ça fait que tout le monde va aller le voir pour dire des oui. Puis là, il va défaire l'équité interne, la justice. Pourquoi un t'a dit oui à un, donc moi aussi, je veux ça. Donc là, il va se retrouver à gérer ce que certains appellent comme une garderie. Mais c'est parce qu'il a généré ça sans le savoir et en toute bienveillance. Donc, il faut vraiment chercher l'équilibre entre l'humain et les affaires. Je peux être un bon gestionnaire, je vais être là pour vous, mais il y a des rendements, il y a des règles qu'il faut suivre. Je vais vous aider à être plus performant, je vais vous former, mais on ne sort pas en dehors du carré de sable. C'est ça notre limite. Donc, ce gestionnaire-là, je dirais ça. Ensuite, avec son boss, qui est de type directif, j'ai pas de solution miracle. J'en ai pas, en fait. Mais si tu arrives en entreprise, par exemple, puis tu fais beaucoup de conseils en entreprise, puis tu fais face à quelqu'un qui a un style de gestion qui est plus directif, tu ferais comment si c'est quand même un employé clé puis que tu peux pas nécessairement enlever ses tâches ou tu peux pas trop jouer avec, le rôle. Ouais, exactement. OK. Ça, c'est ce que je fais. Donc, moi, dans la vie, plus c'est difficile, plus j'aime ça. Pas compliqué, mais difficile. Étrangement, donc, c'est des choses que je fais. Parfois, on se rend compte dans un comité de direction, il peut y avoir quelqu'un qui est vraiment de type collaboratif. Il y en a un qui est laissé aller, qui gère pas, qui s'ingère pas, qui est juste comme une présence, si tu veux. Puis ensuite, tu as celui qui est plus directif. Puis là, on voit vraiment que ça fait des demandes contradictoires. Tu sais, les gens savent plus. Sûrement, Bref, ça fait beaucoup de choses dans une entreprise, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs approches. Je peux y aller avec un bilan, dans lequel nous, on a fait un bilan pour montrer que, voici les enjeux réels de l'entreprise avec des données pour dire, votre expérience employée, pourquoi vous perdez des gens, c'est en raison de tel facteur, peu importe. Par exemple,
les règles sont pas claires ou les gens quittent parce qu'ils ont peu de latitude, puis d'embaucher des gens qui ont de l'expérience, veulent pas se faire micromanager. Donc, on est capable d'aller trouver d'aller chercher des preuves avec un bilan qui mesure, puis a été fait pour pouvoir montrer à des gestionnaires qui étaient de type moins familier avec l'humain. Puis je veux pas dire que c'est pas des bons boss, parce que tu peux avoir un type de gestion directive et ça va avoir, dans un contexte donné, vraiment beaucoup d'impact positif. Comme par exemple, en situation de crise, tu vas pas être collaboratif, tu vas pas demander aux gens, t'en penses quoi? Il faut prendre la décision, puis c'est ça. Puis ils ont beaucoup de choses à amener à une entreprise, surtout si ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est juste de leur faire prendre conscience avec des données à l'appui, idéalement, parce que souvent, ils sont plus forts sur les chiffres. Puis là, on leur fait voir, bien, si tu as 5 mettons 15 de taux de roulement, ça te coûte énormément. Ça coûte très cher. Ça tire du jus aussi. Là. Mentalement, ça déploie ou ça nécessite des ressources souvent à l'interne qui sont importantes. Puis là, ben, c'est de mettre en place les bons outils, des normes, travailler sur la culture, puis juste simplifier ça. Puis lui, il ne sera pas comme... Parce qu'habituellement, un gestionnaire directif, il a de la misère avec les employés, puis il n'aime pas ça. Il n'y a pas de fun à gérer du monde. Là, je généralise, mais c'est des tendances qu'on voit. Et il n'y a pas le temps, ou il est surchargé, peu importe. Puis c'est pas qu'il est malveillant, c'est juste que peut-être qu'il y a eu un modèle comme ça, tout ça, mais c'est de lui faire prendre conscience qu'on va pas tomber dans un monde de licorne où ce que tout le monde est bon et compétent, puis tout le monde, si tu laisses ça de l'attitude, ils vont juste prendre ça. T'sais. Fait qu'on va juste l'amener à voir avec des données qu'il y a des façons de faire qui vont permettre d'être plus performant, parce que si tu es trop directif, puis tu n'écoutes pas ton monde, puis que les gens sont stressés, anxieux, peu importe, puis qu'ils font pas ce dans quoi ils sont bons, bien, tu perds de l'argent, tu perds des clients. Surtout dans l'automobile, c'est sûr. Fait que tu peux pas exercer ça, mais comment tu fais? Fait que c'est ça que nous, on les aide à... On essaie de les aider à trouver cette réponse-là. Comment est-ce qu'on fait sans dénaturer qui on est? Fait qu'il n'y a pas une formule magique, mais d'avoir des chiffres, puis de leur faire voir un autre côté de la gestion de ressources humaines qui est positif, puis qui leur fait dire que, ben regarde, tu vas faire plus d'argent, puis tu vas avoir plus de fun à gérer du monde. Là, ça fait vraiment des super gestionnaires après. OK. Mais il faut les amener. Fait qu'il y a de l'espoir pour ces gestionnaires-là qui nous écoutent. Oui, il y a de l'espoir. S'ils nous écoutent, d'après moi, ils sont pas comme ça, mais l'automobile est un monde qui est assez rigide, qui tend à changer, mais qui est quand même un monde encore très masculin, de performance, d'ego et compagnie. Ça vient souvent avec des styles de gestion plus traditionnels ou directifs, comme tu disais. Là. Mais si tu perds un vendeur, là, parce que tu l'écoutes pas, tu fais juste dire, moi, ça marche de telle façon, puis tu perds un vendeur, ça va y prendre, trouver un bon vendeur, j'imagine c'est difficile. Excessivement. Fait que là, tu vas le perdre. Ça te coûte du temps. Puis en plus, ça prend quoi, 6 mois, former un bon vendeur? Sauf s'il connaît vraiment la marque, peu importe les véhicules. Sinon, ça peut être plus. Tu perds pendant 6 mois des opportunités de vente. 100%. Tes anciens clients, plus ils étaient fidèles à ce vendeur-là, peut-être qu'ils vont le suivre. Fait que ça coûte cher. Donc, c'est de voir que tu fais pas juste changer un nom sur une case pour un autre. Tu perds de l'argent, puis tu as une façon de réduire ton taux de roulement. Fait que c'est ça. Puis dans le même sens, en fait, tu t'en avais mentionné quelques-unes dans le dernier podcast, mais en 2024, pour toi, des bons moyens de rétention pour une entreprise en général, mais c'est sûr aussi pour un concessionnaire, donc quelqu'un qui est plus au détail, pour une entreprise au détail, ce serait quoi pour toi les nouveaux moyens de rétention les plus populaires? Il y en a beaucoup. Ça dépend. Là, je vais y aller dans une culture plus traditionnelle où, justement, ça marche par cycle. Hein. J'imagine que il y a des périodes fortes et des périodes plus achalandées. Il faut s'adapter. Il faut être quand même passionné et tout. Donc, moi, ce que je dirais comme... si on est plus dans un type de culture traditionnelle, commencer à mettre des moyens d'écouter les employés, mais sur des objectifs précis. Par exemple, selon vous, quelle devrait être une priorité pour l'année prochaine, ou parler d'expérience employée. Qu'est-ce que vous croyez qui ferait le plaisir de vos collègues, qui rendrait pas plus heureux, mais qui rendrait plus satisfaits de leur travail? Donc, j'irais commencer, quand exercer un leadership collaboratif, en demandant l'avis des gens sur un sujet précis. Peut-être que je ferai un comité culture aussi.
OK. Tu sais, 5-6 personnes, pas juste des gestionnaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les employés? Je m'attarderais aussi à la reconnaissance, mais pas juste la reconnaissance monétaire. Hein. Tu as vendu, tu as de temps, puis là, il y a des tableaux, là, quand je vante, là, il y a des tableaux, tout ça. Je m'assurerais que mes gestionnaires soient capables de faire la reconnaissance et même entre employés. Fait que j'essaierais de diminuer cette culture-là où on est en compétition. On pourrait peut-être parler de saine compétition. Comment est-ce qu'on peut se challenger entre départements, peu importe. Fait que j'essaierais de diminuer cette culture-là, mais par de la reconnaissance qui est sincère. Puis j'irais chercher mes ambassadeurs de ça. Puis je commencerais à valoriser, mais regarde, on gagne ensemble, on perd ensemble. Puis comme oui, les boys. Exactement. Tu regardes une équipe de hockey qui performe, là, il y a plein de belles choses. C'est la même chose dans les organisations. C'est un coach qui a une stratégie claire. Il est transparent. On a gagné pour telle raison, on a perdu pour telle raison. Voici ce qu'on va faire pour s'améliorer. Donc, j'adopterais plus cette approche-là d'un coach qui valorise les gens, mais aussi qui est très ferme sur voici pourquoi on a perdu, puis qu'est-ce qu'on peut faire le prochain mois ou le prochain trimestre. Puis là, ben, je donnerais les informations, puis les suivis sur la progression. Mais ça, dans le domaine de l'automobile, ils font bien. Fait que je ferais juste comme jouer sur de la reconnaissance, mais pas juste monétaire, qui est de la reconnaissance plus de type la petite tape dans le dos ou juste de dire « Hey, ce client-là, il était pas facile, hein, il était vraiment exigeant, il a essayé de te négocier. » là. Ben, je trouve que tu as fait une bonne job pour telle raison. Donc, dire pourquoi il a fait une bonne job. Puis là, tu vas commencer à faire du renforcement. Puis là, tu vas tu vas donner une reconnaissance des comportements que tu veux plus voir dans ton équipe. Puis là, les comportements, après 30 jours ou plus, ils vont émerger. Fait que moi, je miserais sur de la reconnaissance dans le but d'enlever cette compétition-là. Si je suis dans une entreprise où il y a beaucoup de compétition, ce que je présume dans cette industrie-là. Oui, mais je pense que ça va être difficile d'enlever la compétition du scénario ou du type de gestion parce qu'il y a quand même... Tu sais, la vente est faite par des individus, c'est quand même un job qui est difficile. Il y a un taux de closing qui est associé à une performance. Je pense que de l'enlever complètement, c'est impossible ou presque impossible. Par exemple, de l'adapter ou d'y mettre un petit peu moins d'importance puis de valoriser d'autres éléments alentour. Je pense qu'effectivement, c'est une avenue qui est possible. Mais une saine compétition, hein? Je me souviens, toi et moi, on était dans un concours ensemble, puis quand on commençait notre entreprise, puis j'avais fait mon pitch de vente, tout ça, puis pas de pitch de vente, mais d'entreprise. Puis quand que je suis descendue de la scène, tu m'as fait un thumbs up. Mais tu sais, techniquement, on était en compétition pour le même prix. Mais ça n'a pas empêché d'avoir une relation, puis de 8 ans plus tard, 7 ans plus tard, de se reparler. Fait qu'il faut des fois une compétition pour générer, surtout si tu as des top performeurs. Il faut que tu peux pas leur dire, comme dans un monde de licorne, on doit tout être égaux, tout ça. Non, ça arrivera pas. Toi, tu es bon là-dessus, tu vends ça, mais après ça, on s'entend bien ensemble. Encourager une culture de partage, de connaissances aussi, plus au lieu de ultra valorisé. C'est quelque chose que j'ai vu aussi dans certains concessionnaires. Là, on ultra valorise un représentant qui est la sommité, puis cette personne-là, malheureusement, se fait un peu outcast, se dit, moi, les autres sont pas pareils comme moi, puis vient avec une mentalité, puis une attitude de c'est moi le top, puis qui veut pas nécessairement aider les autres à en vendre, là, plus de véhicules ou partager ses connaissances. Puis si on est capable comme gestionnaire, parce que cette personne-là ne le fera pas. Il y en a des personnes qui vont le faire de façon naturelle, vont vouloir partager leurs connaissances, vouloir que tout le monde gagne ou du moins gagne plus qu'il gagnait. Mais je pense que c'est beaucoup le gestionnaire qui va prendre cette tournure-là ou qui va apporter ça au sein de son équipe. Là, ben, c'est le leader, c'est lui qui doit faire ça. Puis tu ne dois pas nourrir l'ego d'une personne. Il faut que tu nourrisses ses compétences. C'est une différence. Fait que si t'es mon meilleur, parfait, je vais le reconnaître que t'es le meilleur. Puis tout le monde le sait de toute façon que t'es meilleur, les chiffres parlent. Y a-tu des choses que tu peux faire pour les autres? Les autres, ont-tu des questions, des trucs que tu peux partager? 5 trucs qui te permettent de closer. Puis justement, juste de faire, comme tu as dit, favoriser le partage de connaissances, peu importe, sans lui donner une job de 10 heures semaine parce que tu veux pas l'empêcher de vendre. Parce qu'on est là pour faire de l'argent. Mais c'est qu'est-ce que tu peux faire pour amoindrir ça, puis pas nourrir l'ego, mais plutôt nourrir la compétence. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'ego, il est de plus en plus difficile à gérer, selon moi. 100%. Dans la majorité des cas. Oui, c'est ça. Puis, ce qui nous
tout ça, ça mène un peu vers, en fait, j'imagine, le principe de performance d'une entreprise. Là, tous ces changements-là ou ces conseils-là portent vers une meilleure performance de l'entreprise. Puis c'est quoi un peu ton expérience vis-à-vis, dans les dernières années, vis-à-vis ces changements-là? Est-ce que tu as vu un réel impact sur les entreprises, mis à part un meilleur mood là, ou une scène, un meilleur vibe, là, comme on dit? Je pense que maintenant, avant, on valorisait la performance à tout prix. Puis maintenant, on ne peut plus faire ça. Il n'y a plus de à tout prix parce que les nouvelles générations, même tout le monde, ont changé leur rapport, peut-être depuis la pandémie, je ne sais pas, mais je ne vais pas faire 70 heures si je payais juste 30 heures. T'sais. Peut-être dans l'automobile, c'est pas ça, mais on ne veut plus la performance à tout prix. Ouais. Puis ce qu'on se rend compte, ça, c'est Denis Tremblay qui l'avait dit, un conseiller en management senior, il avait dit « La santé de ton entreprise, la santé organisationnelle est reliée à la santé de tes gens. Si quelqu'un va pas bien, là, ben, il va moins vendre, va moins produire, peu importe. Fait que comment est-ce que tu fais pour comprendre suffisamment comment ça fonctionne l'humain, puis dans quel contexte tu peux y performer mieux, comment tu peux le créer. Puis donc, pour moi, c'est ça, la saine performance, c'est pas de performer à tout prix ou ce que tu as un taux de roulement, ou ce que tu as des gens qui partent en burn-out, qui reviennent, ou peu importe. Il faut trouver une façon où ça sera pas en opposition, l'humain, les affaires, la performance, mais de comprendre que c'est tout est cohérent, que c'est... Ben, comment je pourrais dire ça? Dans la vie, selon moi, comme entreprise, soit tu perds de l'argent à cause des gens, soit à cause de l'humain, soit tu en fais à cause de l'humain. Fait que t'es mieux d'être capable de bien mobiliser tes gens puis comprendre le contexte pour faire de l'argent plutôt que de perdre de l'argent. Parce qu'il y en a qui vont prendre des mauvaises décisions, tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, puis finalement, il fait complètement l'inverse, il détruit la structure de ton entreprise. Donc, pour performer sainement, il faut que tu comprennes l'humain, il faut que tu comprennes aussi l'organisation de travail. Puis l'organisation de travail, c'est par exemple tout ce que tu peux faire pour... c'est comment tu organises ton travail, ta planification, peu importe. Il y a plein de choses avec ça. Puis comment est-ce que tu formes tes gestionnaires, puis ton équipe de RH, si t'en as, pour qu'ils soient alignés, puis qu'ils créent justement des pratiques de gestion qui sont saines, autant pour l'entreprise que pour l'humain. Parce que c'est pas un est à l'opposé de l'autre, c'est tous des ingrédients. T'sais. Puis on n'est pas dans un monde de licorne où on travaille pour... comme une coop, là. Oui, on va avoir du fun, mais on va être performant aussi. Fait que c'est comment est-ce que tu fais pour créer un environnement qui est sain malgré tout? Puis, ce serait quoi pour toi des éléments ou des outils facilitateurs pour un gestionnaire pour faire mieux cette job-là ou ce rôle-là de le faire d'une meilleure façon? Là? Oui. Je vais tomber plus dans le concret. Puis ça, c'est ce que moi, je fais dans mon entreprise. Okay? Au début, je me suis dit, dans quel... Tu sais, pour qui je suis un bon boss? C'est la base. Parce que tu peux pas être un bon gestionnaire pour tout le monde, là. Puis un bon boss, il faut qu'il y ait des bons employés. Tu peux pas... Bref, ça, c'est la base. Fait que pour qui je suis un bon boss? Puis là, tu commences à dessiner ton employé idéal. Pas la fameuse perle, là, juste comme la base. Ses compétences, son savoir, son savoir-être, sa personnalité, peu importe. Puis là, tu essaies de faire un bon recrutement. Tu donnes ça au RH. Dis-moi, c'est avec eux que je performe bien. Puis c'est ça que j'ai besoin pour réussir dans mon équipe. Sinon, tu essaies de le recruter dans un contexte de pénurie. Bref. Après ça, ce que tu fais, tu t'attardes à ta culture d'entreprise ou à ton organisation de travail. Tu détermines c'est quoi les erreurs que tu tolères dans ton entreprise, dans ton département. Par exemple, est-ce que c'est de perdre un client? Peut-être. Parce qu'on dit qu'il faut que tu accordes un droit aux essais, aux erreurs pour que les gens soient bien. Il faut que tu leur donnes, il faut qu'ils apprennent, peu importe. Ouais. Mais moi, je rajoute quelque chose. C'est quoi des négligences? Quelle erreur tu peux pas tolérer? Puis ça, tu le dis. Tu peux perdre un client, tu peux pas en perdre 20. Puis là, la personne que tu embauches ou tes employés, ils vont savoir leur carré de sable. Ça, c'est une erreur qui est tolérée. C'est correct, c'est un apprentissage. Je suis là pour t'aider. Ça, on s'en va pas dans cette zone-là. Fait que ça, c'est la base où on commence à dire aux gens, c'est quoi nos attentes. Après ça, on va commencer à faire une stratégie. Tu sais, c'est quoi ton plan de match pour atteindre les objectifs avec ton équipe? Puis, tu t'assures de fixer les bons objectifs. Ça, c'est la base. Mais il faut que tu sois un bon planificateur. Puis, c'est quoi les bons objectifs? Puis, tu les communiques à ton monde. Puis ici, c'est de dire, par exemple, as-tu une idée d'un objectif j'imagine, de vente pour quelqu'un? Oui, il y a toujours, à chaque mois, il y a un objectif de vente, véhicule neuf, véhicule d'occasion, par exemple. C'est quelque chose qui est ultra standard. OK. Tu pourrais-tu m'en dire un?
Ça peut, ben, c'est 20 souvent voitures, relié. Oui, exact. OK. Mettons, par exemple, 20 voitures neuves, 10 véhicules d'occasion. OK, parfait. Tu dois vendre ça. OK. Est-ce que tu sais comment? Donc là, tu impliques la personne pour lui dire ben, comment tu vas faire selon toi. Puis ça, c'est la base. Ça, c'est simple. Puis là, on est plus dans le leadership collaboratif. Et là où le bas blesse, c'est que, ben, moi, ce que je dis souvent, c'est est-ce que tu penses que c'est un objectif réaliste? Oui, non. Puis là, j'essaie d'argumenter s'ils me disent que c'est pas réaliste. Et j'essaie de voir pourquoi, puis de comprendre sa réalité. Mais après ça, là, avant de laisser partir la personne de mon bureau, là, je dis peux-tu me dire ce que tu as compris? Mhm. Je veux juste valider que j'ai été claire. On a parlé de plein de choses. Ouais. Une bonne pratique, c'est cool. Fait que là, tu laisses jamais partir quelqu'un sans qu'il te le revalide. Sans qu'il te résume. Dis-moi ce que tu as compris. Je suis pas sûre. Tu en as parlé de plein de choses. Puis c'est 1 minute là, qui va te permettre de comprendre est-ce que j'ai été claire puis est-ce qu'il va faire ce qu'on a dit. C'est Puis bon. là, on va former pendant 3 heures les gens sur la communication, tandis que tout se joue à la fin. Mhm. Si un objectif n'est pas clair, qu'est-ce qui n'a pas été dit ou qui a été manqué ou qui n'a pas été compris, peu importe, au tout début. Fait que si ton équipe, si tu as l'impression comme gestionnaire de répéter tout le temps, c'est ça qui me dit je répète. Non, mais t'as-tu validé? Ouais. C'est comme, ben j'aurais dit, est-ce que tu as compris? Oui. Les gens vont dire oui, j'ai compris, mais on a-tu compris la même chose? Ouais. Fait que tu demandes de revalider. Ça fait toute une différence. Après ça, tu joues ton rôle de coach. Comment ça se fait? T'as-tu bien progressé? Puis c'est pas de dire aux employés moi, j'ai la technique de la porte ouverte, venez me voir quand vous voulez. Les gens vont pas venir te voir. Ouais. Certains oui, certains non. T'sais. Mais tu veux t'assurer que tout le monde ait le même objectif ou la même vision ou la même stratégie. Puis si tu es super occupé, là, moi, j'ai été acheter un auto, là, je voyais bien que le gestionnaire là, était occupé, là, puis que le vendeur était comme je peux pas aller te déranger. C'est normal, c'est un respect, tu respectes le temps et tout. Fait que les gens vont pas aller, plus que tu es occupé, moins ils vont aller te voir. Mais t'as la théorie de la porte ouverte. Fait que ça fait pas de sens. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton appel. Moi, c'est ce que je fais. On est en télétravail. Ça dépend des journées. Là, des fois, je le fais à tous les jours, mais là, maintenant, je le fais peut-être plus sur 2 jours parce que je suis occupée. Mais j'appelle la personne, je dis comment s'est passée ta journée? Puis je l'appelle pas dans les heures occupées. Mm-hmm. Je l'appelle, par exemple, à 11h30 à midi. Je connais son horaire, peu importe. Dans les temps un peu plus bas, puis je lui dis comment ça s'est passé ta journée? Puis avec tel client, je sais que c'est un gros client, comment? Fait que je m'informe. Fait que ça amène à des vraies discussions, puis je peux vraiment jouer le rôle de coach. Ouais. Fait que c'est pas d'avoir des questions, on pose des vraies questions ouvertes. Ils enseignent ça là, dans la vente, là, pas de questions fermées. La même affaire avec les employés. Ouais. Mais des questions précises. Comment ça s'est passé ta journée? Pas de « Salut, ça va? Tu passes-tu une belle journée? » Ouais. « Je peux-tu t'aider? » Non. Ouais. Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Fait que c'est juste une petite distinction dans la communication qui va faire gagner du temps aux gestionnaires, puis les gens vont performer plus, puis ont l'impression d'avoir un coach. Fait que c'est pas moi, ce que j'enseigne en entreprise pour les jeunes gestionnaires, c'est jamais des choses compliquées. Oui, des fois, je vais aller dans ce qui est plus compliqué quand on parle d'encadrement, mais essentiellement, la gestion, ça devrait pas être... faut pas la complexifier, il faut la simplifier. Parce que, puis aussi, il faut que le gestionnaire prenne conscience qu'il doit responsabiliser les employés, puis pas accepter tout, puis de ne pas tolérer quelqu'un qui performe pas, mais qui se présente juste pas au travail. Il fait juste un acte de présence, là. C'est sûr que ça va démotiver ton top performeur qu'on parlait, qui était super bon, puis que tu embauches quelqu'un qui est moyen, sans lui donner d'encadrement, les ressources nécessaires. Ouais. Si tu donnes tout ça à l'employé, que la personne ne prend pas cette chance-là, ben t'es peut-être mieux de ne pas l'avoir, t'sais. Mais si 100%. Tu mets fin à la relation d'affaires avec cette personne-là, ben tu le fais en respect. Toujours en respect. C'est pas parce que ça va moins bien avec un employé que tu peux devenir un mauvais gestionnaire qui ne respecte plus. Il faut que tu le fasses même quand ça va mal. Puis c'est là, des fois, que le bas blesse. Je comprends. Merci beaucoup, Jenny. Ça fait déjà un petit moment qu'on jase. Il va falloir aller vers la conclusion. Si jamais quelqu'un, un conseiller, voudrait avoir recours à ton expertise, comment on te contacte? Comment on peut... faire affaire avec vous, avec Bon Boss? Super simple, info@commercialbonboss.ca. C'est un membre de mon équipe qui va répondre. Ou sinon, simplement venir me voir sur LinkedIn, donc Jenny Wallet de Bon Boss. Ouais. Super. Un gros merci. Merci encore de ton expertise, puis merci d'avoir pris le temps de venir. Merci à toi. Salut.